Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Reprise de l'examen du budget au Sénat malgré le tweet de Gérald Darmanin. Le ministre des Comptes et de l'Action publique avait critiqué l'adoption par les sénateurs d'une mesure en faveur des élus locaux. Une seconde délibération va avoir lieu pour éteindre la polémique. On en parle dans un instant. La réponse du gouvernement à la colère des Gilets jaunes, la loi mobilité a été présentée ce matin avant l'intervention très attendue demain d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État va détailler un pacte social d'accompagnement. Les réactions au Sénat dans cette édition. Et dans ce contexte, quel rôle pour les collectivités territoriales en matière de croissance verte? Certaines ont déjà pris les devants pour engager un modèle de développement vertueux et encourager les citoyens vers une véritable transition écologique. Reportage et débat à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui, salle des conférences, et Alexandre Poussard dans l'hémicycle du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, le Sénat qui vient de reprendre l'examen du budget après 2 jours d'interruption a décidé cet après-midi de chambouler l'ordre du jour et d'examiner cet après-midi la question cruciale de la taxe sur les carburants. Je vous rappelle qu'en commission, la hausse a été supprimée. Alors pour plus d'explications, on retrouve Alexandre Poussard dans l'hémicycle qui suit pour nous les débats aujourd'hui. Et oui Delphine, les sénateurs vont voter dans quelques minutes la suppression de la hausse des taxes sur les carburants pour 2019, mais une suppression aussi qui pour les prochaines années à venir, puisque les sénateurs veulent geler cette hausse des taxes sur les carburants jusqu'en 2022. Et Albéric de Montgolfier a proposé de revenir au tarif de 2018 pour préserver le pouvoir d'achat, la compétitivité des entreprises et évidemment pour répondre au mouvement des Gilets jaunes qui se durcit depuis quelques semaines. Écoutez le sénateur Les Républicains Jérôme Bascher. Certains, très excités, demandent à être considérés. Cet amendement est un amendement de considération et d'écoute de nos compatriotes. Il ne remet pas en cause l'avenir d'une énergie moins carbonée, mais il temporise. Et il est temps de temporiser parce que nous écoutons. Voilà la sagesse du Sénat. Elle devrait être plus souvent écoutée. C'est pour ça que je soutiendrai évidemment l'amendement du rapporteur général. Alors le groupe socialiste au Sénat va lui s'abstenir sur cet amendement du rapporteur général car il propose un entre-deux, une taxe sur les carburants flottante qui baisserait si le cours du pétrole augmente et qui augmente si le cours du pétrole baisse. Et les sénateurs socialistes proposent également de baisser la trajectoire du prix du carbone qui, telle qu'elle est dessinée par le gouvernement, pourrait aboutir sur un prix de la tonne du carbone à 160 € la tonne en 2030. Écoutez les arguments du sénateur Roland Courteau. Les gouvernements, durant cette période de 2019 à 2030, auraient alors le temps et la possibilité d'orienter et d'adapter la fiscalité écologique en fonction de la hausse du prix du pétrole, ce que n'a pas été capable de faire l'actuel gouvernement il y a un mois de cela, tout en rendant socialement inclusive dans la durée la transition énergétique, ce que ne permet pas l'amendement de la Commission des finances. Voilà, des sénateurs socialistes qui veulent donc augmenter le prix du carbone, mais plus doucement pour un accompagnement social. À noter que les sénateurs communistes vont aussi s'abstenir sur cette suppression de la hausse des taxes. Ils ont néanmoins noté que la suppression de l'ISF l'an dernier avait fait perdre 4 milliards d'euros à l'État. 4 milliards d'euros, c'est le montant de la hausse des taxes sur le carburant de cette année. Merci à vous Alexandre et on vous retrouve dès que le vote intervient. Voilà donc pour la réponse du Sénat à la colère des Gilets jaunes. Ce matin, lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a dénoncé, je cite, des scènes de guerre, notamment sur les Champs-Élysées, selon le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, que je vous propose d'écouter. C'est évidemment le respect des colères qui est l'esprit qui a animé ce Conseil des ministres, avec en parallèle le caractère intraitable que nous devons avoir vis-à-vis de ceux qui souhaitent casser. Le président de la République a tenu à souligner le professionnalisme des forces de sécurité, des policiers, des gendarmes, des pompiers, des personnels de secours qui ont été mis à forte contribution ce week-end, tout particulièrement dans la capitale.
Derrière ces colères, il y a évidemment quelque chose de plus profond et auquel nous devons répondre, car cette colère, ces inquiétudes, ces angoisses sont dans le pays depuis bien longtemps. Notre réponse à nous, c'est une réponse globale. C'est une France de l'éducation, c'est une France du mérite, c'est une France du travail. Notre réponse, ça n'est pas un renoncement, comme l'a souligné le président de la République. Ça, c'était la pratique d'avant. Mais notre réponse, ça n'est pas non plus l'aveuglement. Et c'est pourquoi cette réponse passera par notre capacité à mettre tout le monde autour de la table. Le président de la République le fera dès demain. Ça n'est pas en réponse au mouvement des Gilets jaunes, vous l'avez compris. Mais aussi en étant plus à l'écoute du quotidien de nos concitoyens, et c'est ce à quoi il a enjoint la totalité des membres du gouvernement. Je vous le disais en titre, la séance a enfin repris cet après-midi après 2 jours de suspension. Alors tout a commencé vendredi après-midi par un tweet du ministre Gérald Darmanin. Absent des débats, il s'est opposé à l'amendement voté par les sénateurs pour exonérer d'impôts sur le revenu les maires des petites communes. Stéphane Amalien. Non, je ne réponds pas, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout est réglé. Début de la séance, c'est 14h30. Les discussions sur le budget 2019 reprennent au Sénat après une suspension décidée samedi à la suite de ce tweet polémique de Gérald Darmanin à propos d'un amendement voté par les sénateurs. À l'initiative des Républicains, le Sénat vient de voter une augmentation de 125% de la déduction fiscale des élus, qui revient à les exonérer d'impôts jusqu'à 1 500 € par mois sur leurs indemnités. Je m'y opposerai évidemment en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Alors que samedi, Gérard Larcher demandait le retrait catégorique du tweet, ce matin l'heure est à l'apaisement. Édouard Philippe a envoyé un courrier en ce sens au président du Sénat. Il faut renouveler les conditions du dialogue et c'est ce qu'a permis ce courrier qui va favoriser une deuxième délibération concernant le statut fiscal de certains. Le gouvernement et le Sénat se sont donc mis d'accord pour réexaminer l'amendement en question. De nombreux sénateurs reprochent tout de même à Gérald Darmanin d'avoir tweeté sur un texte alors qu'il était absent de l'hémicycle. Le ministre des Comptes publics aura à s'expliquer lors des questions d'actualité au gouvernement de mardi. Son tweet, lui, est toujours en ligne. Et on prend la direction de la salle des conférences pour une première réaction à votre micro, Tam Tranui, avec le sénateur centriste de la Seine-Saint-Denis, Vincent Capo-Canella. Oui, Vincent Capo-Canella, tout va bien. Tout est réglé, a déclaré tout à l'heure Gérard Larcher, le président du Sénat, après la conférence des présidents. Est-ce que le clash du Sénat avec Gérald Darmanin est derrière vous ? Disons que les choses reprennent leur cours normal et nous avons repris le fil des délibérations du Sénat, avec à l'instant un sujet majeur qui touche au pouvoir d'achat, qui touche à la question des taxes sur le gazole et sur l'essence. Mais il y a eu une explication de gravure, comme on dit quelquefois, entre le gouvernement et le Sénat. Et le Sénat a souhaité rappeler que d'abord, ce serait bien qu'un ministre qui est en charge du budget siège au banc pour défendre sa politique budgétaire et que ça permettrait d'avoir un débat un petit peu plus éclairé et qu'ensuite on ne commente pas, lorsqu'on n'est pas présent en séance, l'actualité sénatoriale et les délibérations du Sénat par voie de tweet, en tout cas certainement pas en déformant les positions du Sénat. Et donc cette crise-là est derrière nous. Il y a eu la commission, les conférences des présidents ce matin. Le Premier ministre a écrit au président du Sénat avec des paroles d'apaisement, donc nous avons pris en compte. Oui, c'est ce que vous reprochez finalement à Gérald Darmanin. Pour l'essentiel, c'était son absence. Et puis une forme de populisme avec cette idée dans son tweet que les élus se votent des avantages les uns pour les autres. Le tweet du ministre Darmanin était particulièrement maladroit parce qu'il laissait à penser que les sénateurs s'étaient votés un privilège fiscal, ce qui n'est absolument pas le cas. Et la disposition que nous avons souhaité introduire dans le texte vise les élus locaux et notamment les élus des petites communes qui ont vu leur impôt tripler tout simplement. Et voilà, donc il faut retravailler cet amendement afin qu'il ne concerne pas tout le monde et pas les maires des grandes villes notamment, et ça va faire l'objet d'une seconde délibération. Oui, je crois que l'année dernière il y a eu des dispositions s'agissant des élus des grandes villes qui ont fait moins pleurer dans les chaumières, si vous me passez cette expression-là. Là, nous proposons de cibler sur les élus des petites communes pour lesquels il y a une vraie problématique. Et au moment où il y a eu le congrès des maires et où il y a eu des paroles d'apaisement du président de la République, la volonté de travailler avec le Sénat, il était bon qu'on essaye de renouer ensemble et que les positions du Sénat ne soient pas caricaturées. Elles vont dans le sens de la démocratie locale, de la proximité et de l'écoute de nos concitoyens.
Un mot sur le débat qui est en train de se tenir dans l'hémicycle. Le Sénat vient justement de voter la suppression de la hausse de la taxe sur les carburants. Un gel de la trajectoire jusqu'en 2022 est prévu. C'est la solution qu'il faut pour vous, pour cette transition énergétique, ce gel ? Le premier effet de ce vote, c'est de proposer qu'en 2019, il n'y ait pas d'alourdissement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Et donc ça, c'est une chose de la TICPE, c'est une chose positive, c'est-à-dire marquer une pause, permettre de renouer le dialogue, permettre aussi de donner des mesures qui permettent à nos concitoyens de vivre une transition énergétique apaisée. Il faut aider chacun à pouvoir changer de véhicule, abandonner le diesel, mais ça prendra du temps. On ne peut le faire qu'avec la compréhension de tous et pas brutalement. Il faut enregistrer un point, c'est-à-dire ça n'est pas compris, ça n'est pas entendu, et c'est la transition énergétique qui est mise à mal si on ne sait pas la faire avec nos concitoyens. Donc le Sénat marque sa volonté d'une pause dans la fiscalité écologique. Une volonté d'apaisement aussi avec les gilets jaunes. Merci beaucoup Vincent Capanella d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, et vous venez d'en parler face à la fronde des Gilets jaunes. L'exécutif assure vouloir garder le cap de la transition écologique, mais avec un pacte social d'accompagnement qu'Emmanuel Macron doit détailler demain. Et Louise Grégoire. Entendre la colère des Gilets jaunes tout en gardant le cap sur la transition écologique, l'équation semble complexe pour le chef de l'État. Demain, Emmanuel Macron devrait annoncer la création d'un Haut Conseil pour le climat. Une structure composée de 13 experts et scientifiques placés sous l'autorité de Matignon. L'objectif, veiller à ce que la trajectoire de la taxe carbone soit bien respectée et les mesures liées à la transition écologique soient bien comprises et mieux acceptées. Seulement, pas grand-chose de nouveau. Le comité s'ajouterait à des dispositifs déjà existants comme le GIEC ou le Conseil national de la transition écologique. Selon l'entourage du président, il y aura également des mesures immédiates, comme des aides destinées à alléger la facture énergétique des ménages. Le chef de l'État devrait aussi annoncer la mise en place de débats dans chaque territoire pour entendre les propositions et les revendications des syndicats, des associations et peut-être même des Français. Mais ces annonces suffiront-elles à calmer la colère des Gilets jaunes? Les manifestants demandent toujours l'annulation des taxes sur le carburant prévues le 1er janvier. Sur ce point, c'est non, l'Élysée ne bougera pas. Et parmi les mesures d'accompagnement, certaines ont été intégrées à la loi mobilité présentée ce matin par Elisabeth Borne, la ministre des Transports qui a dû renoncer à l'instauration de péages urbains. Adrien Develay. Désenclaver les territoires et favoriser les moyens de mobilité propres. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, compare sa loi d'orientation des mobilités à une boîte à outils dans laquelle élus et opérateurs pourront piocher pour améliorer les déplacements. Enfin, c'est le désenclavement des villes moyennes et des territoires ruraux qui attendent depuis des années des mises à niveau de leurs routes qui sont reportées de contrat de plan en contrat de plan. Donc un programme prioritaire d'1 milliard d'euros sur 10 ans permettra de répondre à ces attentes. La volonté du gouvernement est d'en finir avec le tout-voiture. Pour cela, la loi privilégie largement la rénovation des réseaux existants, notamment ferroviaires, avec une remise en état des lignes et le développement du train de proximité. Le gouvernement veut aussi encourager les moyens de déplacement moins polluants. Pour cela, la ministre a annoncé la création d'un forfait mobilité d'une valeur de 400 € par an. Il devra encourager les employés à se rendre au travail en vélo ou en covoiturage. Financé par les entreprises, ce forfait sera exonéré d'impôts. Le financement de ces projets n'est pas encore totalement arrêté. Le gouvernement a décidé de renoncer à la vignette poids lourd qui prévoyait de taxer les transporteurs routiers. Pour financer tous ces projets, l'État devra donc trouver d'autres solutions. On a besoin de 500 millions pour financer les infrastructures qu'on va rénover grâce à la loi mobilité. Et dans ces infrastructures, notamment, il y a les autoroutes ferroviaires. Les autoroutes ferroviaires pour permettre de mettre des camions sur des rails pour éviter la pollution. Bon, ça, on a 500 millions à trouver. Donc ça va être dans le débat. Est-ce que c'est le contribuable français qui paye ou est-ce que ce sont les poids lourds, par exemple? Elisabeth Borne a aussi annoncé l'abandon des péages urbains. Ceci aurait rendu payant l'accès des véhicules essence et diesel au centre des grandes villes. Des zones à faible émission vont en revanche voir le jour et interdiront la circulation dans les villes des véhicules les plus polluants. 15 métropoles se seraient déjà dit intéressées. Enfin, Elisabeth Borne a confirmé la transformation du permis de conduire, moins cher et plus rapide à obtenir. Et on continue les réactions avec vous, Tam Tranui, avec le sénateur RDSE de la Loire-Atlantique, Ronan Dantec.
Ronan Dantec, le gouvernement annonce renoncer aux péages urbains, je cite Elisabeth Borne, pour ne pas accentuer les fractures entre territoires. Est-ce que vous comprenez cette solution du gouvernement ? Oui, je la comprends. Je pense que c'était une mauvaise idée. Je pense qu'effectivement, il y a déjà ce sentiment de ne plus pouvoir vivre en ville pour une partie de la population parce que le logement est arrivé trop cher. Donc le péage urbain, c'était une double peine. Je suis évidemment pour qu'on ait des mesures très volontaristes sur les questions environnementales, sur la baisse de la mobilité qui émet des gaz à effet de serre, mais je crois que le péage urbain n'était pas une bonne idée et donc il vaut mieux effectivement abandonner l'idée. C'est aussi un recul face au mouvement des Gilets jaunes. On sait que ces péages urbains étaient très contestés parmi ce mouvement qui se radicalise. D'ailleurs, il y a moins de monde dans la rue, mais des personnes plus radicales. Oui, moi je préférerais dire qu'on entend effectivement à travers les Gilets jaunes un certain nombre de problèmes qui se posent et qu'il faut y répondre. Mais il ne suffit pas de supprimer ou de revenir en arrière sur quelques mesures. Il faut raisonner aujourd'hui aménagement du territoire. C'est d'abord une question d'emploi. C'est-à-dire l'emploi se concentre sur les métropoles et il y a des territoires qui souffrent. C'est ça les Gilets jaunes. Donc comment on répartit mieux l'emploi, comment on maîtrise mieux le coût du logement, c'est quand même sur ces questions-là que ça va se jouer et pas sur une mesure ou deux qu'on abandonne. C'est là-dessus que vous attendez demain les annonces du président de la République, Emmanuel Macron. On sait déjà qu'il doit annoncer un pacte social d'accompagnement. Il doit aussi annoncer la création d'un haut conseil pour le climat. Est-ce que tout ça, ça vous paraît suffisant ? Alors, je pense qu'effectivement, demain, on a surtout les annonces sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est ça quand même le grand morceau. On verra si le gouvernement reste sur une trajectoire crédible par rapport à ce qu'on a voté ici dans la loi de transition énergétique. Ça, c'est quand même l'essentiel. Ouais. Mais je crois qu'il faut faire très attention, ne pas donner l'impression que c'est la fiscalité écologique qui provoque des fractures sociales auxquelles il faudrait répondre. Non, nous avons de grandes fractures sociales dans ce pays. Elles ne sont pas liées à la fiscalité écologique. Moi, j'ai été réélu au sénatorial, je ne l'ai peut-être pas dit assez, avec une offre politique autour de mon association Territoire 44, où on a mis en avant l'écologie et la fracture territoriale. Donc les deux peuvent aller ensemble. Et je crois que justement, on a besoin aujourd'hui, dans ce pays, d'un nouveau narratif où on dit que finalement se mobiliser sur la réhabilitation du logement, sur l'augmentation des mobilités collectives, c'est aussi une manière de mieux aménager le territoire et surtout de ne pas opposer. Alors justement, aujourd'hui, l'Observatoire mondial de l'action climatique non étatique remet son premier rapport. Il y a un colloque organisé au Sénat par vos soins. Quels en sont les principaux enseignements de ce tout premier rapport ? D'abord qu'effectivement, au niveau mondial, on s'éloigne chaque jour davantage des trajectoires que nous proposent les scientifiques pour stabiliser le climat. Donc c'est extrêmement problématique et inquiétant. Mais qu'il y a aussi un fourmillement d'actions incroyables aujourd'hui dans le monde. Donc ce rapport, en 600 pages, essaye de faire le point sur cette action, y compris l'action des collectivités territoriales et des acteurs de la finance, et dit surtout que finalement c'est quand il y a une cohérence entre les politiques nationales et les dynamiques d'acteurs non étatiques qu'on a les meilleurs résultats. Et donc finalement ce que j'attends aussi du gouvernement demain, c'est qu'il mette sur la table des propositions, notamment dans l'accompagnement des territoires. On a fait beaucoup de propositions au Sénat sur ce point, des mesures d'accompagnement pour que ces dynamiques de mobilisation des élus, des acteurs non étatiques croisent des politiques ambitieuses nationales. Eh bien, merci beaucoup, Ronan Dantec, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Ayant plein débat sur la transition écologique, comment les collectivités territoriales ont-elles pris ce virage environnemental ? Certaines, vous allez le voir, ont pris de l'avance, notamment en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics. C'est le cas de l'île Saint-Denis, au nord de Paris. C'est un reportage de Samia Dechir. On ne le voit pas d'en bas, mais le toit de ce gymnase de l'île Saint-Denis est entièrement recouvert de panneaux solaires. L'énergie produite depuis qu'on a fait installer les panneaux, on est à 410 MW, ce qui nous a évité de produire 36 tonnes de CO2. 36 tonnes de CO2, c'est l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 24 ménages français. Des écoles au gymnase, tous les bâtiments municipaux ont été rénovés. De quoi réduire de moitié les dépenses en électricité. Il y a 20 ans, on a fait le choix d'investir dans le patrimoine de la ville pour pouvoir faire de la rénovation énergétique. Cette rénovation énergétique a généré des économies et ces économies-là, on aurait pu les dépenser sur d'autres actions publiques, mais on a décidé de les sanctuariser pour accélérer notre transition écologique. Aux portes de Paris, l'île Saint-Denis veut mener une transition écologique urbaine et populaire, avec les habitants pour qu'ils se réapproprient l'espace. Sur ce terrain racheté par le département, une ferme urbaine est en pleine construction. Vous êtes sur la pointe nord de l'île Saint-Denis, qui est une friche industrielle
qui pendant des décennies a accueilli de la terre de remblai de qualité improbable, que nous allons transformer en un lieu de démonstration de la reconquête de la biodiversité et de l'agriculture urbaine. Culture de fleurs en circuit court, pépinière aquatique, le site accueillera aussi un composteur pour les déchets des cantines de la ville. On trie déjà nos déchets, c'est-à-dire que toutes les épluchures propres servent déjà au compost du potager d'une des écoles. Là, on pourra mettre tout le contenu de l'assiette. La transition écologique est désormais inscrite dans chaque domaine des politiques de la ville. Mais avec moins de 8000 habitants, la commune atteint parfois ses limites, pour les transports par exemple. L'enjeu de la mobilité, elle ne se joue pas à mon niveau, elle ne se joue pas au niveau des collectivités, elle se joue au niveau de l'État. Comment construire un aménagement du territoire qui permet de développer une mobilité urbaine et périurbaine qui permet d'accélérer cette transition écologique. Ça, c'est un sujet national, c'est un sujet régalien et ce n'est pas un sujet communal. Sans alternative ambitieuse de transport en commun, difficile de réduire la place de la voiture dans la ville, comme aimerait le faire davantage l'île Saint-Denis. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Apolline Faure. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet transition énergétique des territoires au cabinet de conseil transition. Bienvenue à vous également sur ce plateau. Et on vous a vu dans ce reportage, Mohamed Niabali, vous êtes le maire sans étiquette de cette commune, l'île Saint-Denis. On va bien sûr parler de vos initiatives et de vos réalisations concrètes dans cette émission. Jean-Marie Bockel est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes le président de la délégation ici sénatoriale aux collectivités territoriales, par ailleurs sénateur centriste du Haut-Rhin. Et puis Guillaume Gontard, bonsoir. Vous êtes sénateur attaché au groupe communiste, sénateur de l'Isère. Merci à tous les quatre. Première question pour vous, Mohamed Niabali, parce qu'on l'a vu dans ce reportage. Ça a été une évidence d'imposer justement toutes ces rénovations à la fois thermiques, on le voit sur les bâtiments publics, toutes ces politiques publiques qui ont maintenant un volet justement environnemental quand vous êtes arrivé à la mairie? Bonjour, merci pour l'invitation. Le projet de l'île Saint-Denis, c'est de construire un projet de transition écologique urbain et populaire. Et ce projet urbain et populaire, c'est notre projet de ville. Donc l'évidence n'était pas de travailler en silo sur la question de la transition écologique. L'évidence était de construire un projet de ville qui prenait comme cœur de projet la transition écologique. C'est un projet qui a plus de 20 ans à l'île Saint-Denis. Mon prédécesseur était à l'initiative de ce projet et notre approche est relativement simple. C'est prendre les ressources et les besoins de nos territoires et de construire avec la population un projet de transition écologique pour la population et avec la population. On voit, Jean-Marie Bockel, il y a des exemples, des villes exemplaires, comme on l'a titré. Parfois, ça se passe bien, parfois c'est plus compliqué pour certaines collectivités territoriales qui vivent ça comme une obligation. Bon, d'abord, il y a un distinguo entre la région parisienne, comme vous le disiez dans le petit reportage, où une grande partie des projets lourds, comme les transports, relèvent de l'État régalien. Mais quand on est sur les territoires, lorsque vous avez des communautés ou des agglomérations bien structurées avec ces thématiques dans leurs responsabilités, avec également, il faut bien le dire, la mobilisation de moyens à tout niveau, la capacité parfois même, je pense aux mobilités, de lever l'impôt, le versement transport. J'aurais jamais fait mon tramway sans le versement transport. Vous avez une grande diversité de situations. Donc les propositions qui arrivent, notamment sur les mobilités, si elles permettent que sur l'ensemble des territoires, il puisse y avoir à la fois cette conscience des citoyens que ça les concerne et à un moment donné que ça a un coût aussi, alors qu'aujourd'hui seuls certains territoires, peut-être plus les métropoles, même s'il y a aussi des villes moyennes, ont pris des initiatives, ce sera un plus. Vous savez, on a fait avant la COP 21, au niveau de la délégation, donc fin 2016, un travail avec des collègues de toute sensibilité, de tout type de territoire, des bonnes pratiques françaises et des collectivités françaises. Mobilité, déchets, économie d'énergie, etc. Et si vous voulez, c'est comme souvent en France, on a tout en magasin. C'est-à-dire que tout ce qu'il faudrait faire, on le fait déjà ici et là. Mais on ne le fait pas tout, partout.
Donc il y a certainement une dynamique à trouver, mais évidemment, si elle n'est pas populaire, c'est-à-dire si elle n'est pas comprise par les citoyens, hein, mais on en parlera peut-être aussi sur leurs problèmes de tous les jours, hein, confèrent les gilets jaunes, etc., ben, ça ne sera pas compris et ça ne passera pas. Hein. Nous avons la sanction du suffrage universel, hein, on sait aussi qu'à un moment donné, il faut que ce qu'on fait soit compris au moins d'une majorité. Guillaume Gontard, je le disais, sénateur de l'Isère, on présente souvent Grenoble comme la première ville écolo de France. À l'instant, Jean-Marie Bockel parlait de toutes ces bonnes pratiques. Il faut justement les développer pour entraîner finalement les citoyens dans aussi leur conversion, transition écologique. Moi j'en suis complètement persuadé. Alors c'est vrai qu'à Grenoble, moi j'étais maire d'une commune de 200 habitants, donc je sais aussi ce que c'est que la ruralité qu'une commune de montagne. Et on dit souvent que la transition énergétique, la transition écologique passera par les territoires. Et moi, j'en suis complètement persuadé par rapport à ce qui vient d'être dit. On est dans une période où il va falloir qu'on change. Transition, ça veut dire qu'il va falloir modifier nos habitudes, modifier nos manières de faire, modifier nos manières de nous déplacer. Et ces changements sont jamais évidents. Et donc, il faut cette proximité, il faut cet accompagnement, il faut savoir expliquer aux gens, il faut savoir aussi écouter ce qui vient des territoires, ce qui vient des citoyens, parce qu'il y a énormément d'initiatives citoyennes qui se produisent sur les territoires. Et donc, l'échelon communal, l'échelon intercommunal a un rôle, pour moi, vraiment important, justement, à la fois d'être une commune et d'être un maire facilitateur, de pouvoir être à l'écoute de ce qui peut se faire sur son territoire à travers ce que font les citoyens, et puis d'aider, d'accompagner. Mais ça peut se faire aussi uniquement si aussi on a les moyens et si aussi on a des directions, un accompagnement de la part de l'État. Donc c'est tout un ensemble, mais il me semble que le territoire, les communes, les intercommunalités sont au cœur de ce changement. Apolline Faure, c'est qu'un problème de financement aujourd'hui pour les collectivités, cette question de la transition énergétique? Alors ce n'est pas qu'un problème de financement, c'est sûr que d'abord, il y a la question du financement, mais avant la question du financement, il y a la question de la volonté. On reviendra peut-être après sur la volonté, mais sur le financement, nous, ce qu'on peut observer en accompagnant de nombreux territoires dans leur stratégie de transition écologique à l'échelle française, des territoires urbains, ruraux, qui sont très hétérogènes, c'est que d'abord, il y a un besoin de financement de l'animation. En fait, on a beau lancer des appels à projets avec des financements ciblés où parfois il y a des effets d'aubaine, où parfois en fait seuls les territoires les plus outillés en termes d'ingénierie peuvent répondre et se positionner sur ce type de projet. Il faut, avant d'investir, avoir un accompagnement, donc des moyens humains, une ingénierie vraiment sur le territoire, dans le territoire qui peut construire la politique de transition énergétique et écologique, puis la mettre en œuvre. Sans ces moyens d'animation, on ne peut pas avoir d'investissement. Donc les financements, d'abord sur l'animation, et ce dont ont besoin les collectivités, ce qu'on voit nous au quotidien en les accompagnant, c'est qu'en fait elles ont aussi besoin d'une pérennité de cet accompagnement. Les dispositifs de l'État changent régulièrement, aussi parfois ceux des régions avec la fusion des régions, le changement évidemment aux différentes élections. Et pour les territoires, c'est compliqué de continuer dans leur politique de transition qui est évidemment une politique à construire sur le temps long, à mettre en œuvre sur le temps long, quand on a une instabilité de ces dispositifs d'accompagnement. Mohamed Niabali, on voit, vous avez beaucoup investi sur tout ce qui est rénovation thermique, énergétique. Ça a un coût aussi, vous avez été aidé par l'État? Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je partage totalement. Je pense qu'il y a un premier travail à faire pour les collectivités, c'est les transferts de charges. Regardez les lignes budgétaires de nos communes et voir ce qu'on dépense en investissement et en fonctionnement pour le fonctionnement de la ville. Je prends des exemples très simples. Les villes sont propriétaires d'écoles, d'équipements sportifs, d'équipements de loisirs, etc., etc. À côté de ça, elles utilisent et consomment énormément d'énergie pour faire fonctionner tout cela, à la fois les équipements, mais à la fois les espaces publics. Et que la première chose que nous avons fait à l'Île-Saint-Denis, c'est un plan d'investissement pour nous permettre de rénover, de moderniser l'ensemble de nos équipements par priorité, les écoles d'abord, ensuite les équipements sportifs, de loisirs, etc. Et les économies générées par la modernisation de nos équipements en énergie et autres ont été sanctuarisées pour faire de la sensibilisation, faire de l'animation, faire de l'investissement à nouveau et créer un cercle vertueux. Il y a non seulement
au sein des collectivités de la ressource. Et ensuite, il y a des effets de levier. Les effets de levier sont au niveau des entreprises, au niveau de l'État, au niveau de l'Union européenne. Et que j'ai tendance à dire que pour construire une stratégie de transition écologique, il faut partir de la base, voilà, qui sont nos communes et nos territoires, et ensuite créer des vases communicants et des effets d'échelle à travers les différentes strates des territoires. Ces bonnes pratiques, quand on entend les élus, ça paraît finalement assez simple à mettre en place. Pourtant, il y a encore quelques collectivités qui vivent ça, et je le disais, finalement comme des obligations, des choses qui sont imposées. Si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une disparité de situation. Moi, je vais réagir plus comme ayant été maire de Mulhouse pendant une vingtaine d'années, à la frontière suisse et allemande. En fait, on a eu, avant même le plan de financement qui est nécessaire, il y a eu des noms successifs. Il y a très très longtemps, c'était des plans verts, des plans. Et dans la dernière période, mais il y a déjà quand même plus de 10 ans, c'était des plans climat. Donc avec le souci d'avoir déjà, dans le dialogue et avec les partenaires et avec le citoyen, une vision d'ensemble. Et pour vous dire, de l'autre côté de la frontière, chez nous, il y a des villes comme Fribourg-en-Brisgau, etc., qui avaient sur ces questions à tant d'avance sur nous. On s'est aussi inspiré là des bonnes pratiques et on se rend compte qu'il y a à la fois un mouvement d'en haut, c'est-à-dire de temps en temps on doit prendre ses risques, prendre ses responsabilités. Moi, je pense notamment aux mobilités où c'est pas forcément venu de la base au départ, les gens faisaient ce qu'ils pouvaient, etc. Et puis il y a le mouvement d'en bas. Moi, je vous donne un exemple très parlant qui m'était pas venu spontanément à l'esprit. C'est tout ce qui touche à ce qu'on mange. Et donc à l'agriculture de proximité, au maraîchage. Et c'est parti du monde associatif, les initiatives, les paniers auxquels les gens pouvaient s'abonner, etc. Et nous, on s'est dit à un moment donné, mais par rapport à nos cantines, par rapport à tout ce qui peut dépendre de la puissance publique, on est loin de ce qu'on pourrait faire. Alors ça met du temps, il faut bouger les administrations, il faut changer les habitudes. C'est comme sur la question des déchets. Vous parlez des cantines, puisqu'on se souvient de ce débat au Sénat, oui, quand il a été question justement d'imposer un certain pourcentage de bio dans les cantines. Il y a toujours des réticences aussi, justement, notamment de la part des élus. Vous savez, tout ce qui vise à imposer, c'est parfois utile, parce que ça provoque une prise de conscience. Mais moi, je crois surtout à une prise de conscience locale, portée par des citoyens, des associations, avec des élus qui prennent conscience que ces questions de santé publique, de malbouffe et de bien manger ou de manger sainement deviennent importantes dans la qualité de la vie des gens. Et là, peu à peu, les lignes bougent plus peut-être que par la seule loi, même si parfois, je le reconnais, elle peut avoir son utilité. Aide un peu. Oui, Guillaume Gontard, qu'est-ce qui manque finalement aujourd'hui pour que ces bonnes pratiques se multiplient, se diffusent sur le territoire ? Je pense que ça a été dit, ces bonnes pratiques. Je reviens sur la question des cantines. C'est vrai qu'on a eu ce débat-là au Sénat. C'était très difficile pour arriver à juste mettre 20% de bio dans les cantines. Il a fallu des explications, alors que justement, on a des territoires qui sont déjà à 100% de bio. Vous m'avez parlé de la ville de Grenoble. Ils sont à 50%, ils arriveront à 100% avant la fin du mandat, avec la mise en place d'une ferme urbaine, comme j'ai vu, qui était fait sur la commune de mon voisin. Et donc je pense que voilà, il y a un moment donné aussi à l'État de donner des directions, de donner des caps. Et ensuite, bien sûr, il faut avoir aussi des financements, un accompagnement, j'en parlais tout à l'heure. Et moi, là où je suis un petit peu inquiet, c'est justement sur ces orientations que peut donner le gouvernement et les signes que peut donner le gouvernement par rapport au territoire. On avait des contrats qui, moi, me paraissaient importants à la fois sur les territoires ruraux, mais également sur les territoires urbains ou périurbains qui étaient les territoires à énergie positive, les TEPCV, territoires à énergie positive et croissance verte, qui pour moi, il y en a eu, je crois, 560 de signés, qui ont un vrai effet levier, qui ont permis de mettre en place des plateformes de rénovation sur les territoires, des filières différentes. Moi, je vois sur mon territoire la mise en place d'une filière bois. Enfin, plein de choses comme ça, des centrales villageoises autour du photovoltaïque ou de l'éolien avec l'accompagnement des citoyens. Et donc je pense que ça a mis une réelle dynamique sur le territoire, des financements, mais je pense que là on pouvait se dire que l'argent public était plutôt bien utilisé, parce que quand on voit le résultat, mais je dirais qu'on arrive au milieu du gué et que il y a plein de choses qui ont été mises en place, il y a une prise de conscience dans les territoires grâce à ces contrats, et puis qu'est-ce qui va se passer derrière ? Et je pense que l'État en a besoin aussi d'avoir
une visibilité, d'avoir du long terme, et c'est ce qui manque un petit peu. Alors, on nous parle des contrats de transition écologique qui doivent, que François de Rugy appelle de ses voeux. Je crois qu'il y en a eu 5 ou à peine 10 de signés, avec des contours très flous. Je me dis, pourquoi refaire quelque chose qui existait et qui fonctionnait? C'est ce que vous disiez, Apolline Faure, ce besoin de stabilité, de lisibilité, ce sont des projets souvent à long terme que doivent mettre en place les collectivités territoriales. Tout à fait. Nous, on accompagne en France, dans différentes régions, des territoires à énergie positive, alors qu'ils se sont lancés dans la démarche TEPOS. Souvent, c'est des territoires qui ont bénéficié effectivement de TEPCV et qui s'engagent sur 3 ans minimum, grâce au soutien des régions. Donc, je pense notamment à la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Nouvelle-Aquitaine, qui mettent à disposition des moyens humains pour mettre en œuvre ces stratégies de transition énergétique, des plans d'action sur le long terme, où ensuite on va aller chercher des financements effectivement via l'Europe, via l'État, via l'ADEME notamment, qui est très présente. Mais la question là encore, c'est... je suis désolée, je reviens là-dessus parce que je suis la seule non élue à cette table. Est-ce que les élus ont envie? Et je pense, vous le disiez tout à l'heure, ils le voient effectivement comme une obligation. Déjà, la transition écologique et notamment énergétique, il ne faut pas le voir comme un coût, il faut le voir comme un investissement. Il y a des rapports qui ont montré, notamment le rapport Stern, qui date quand même de maintenant d'une bonne dizaine d'années, qui a montré que le coût de l'inaction était, mais à l'échelle mondiale, 4 ou 5 fois plus grand que le coût de l'action. Et ce qui est difficile pour un élu, je pense, c'est aussi de voir à long terme, de dépasser le temps de son mandat, de prendre des décisions qui parfois peuvent être à court terme impopulaires ou mal comprises par les citoyens, d'où aussi un impopulaire et parfois aussi qui nécessite des augmentations d'impôts au niveau local. Alors la réponse d'un élu, justement. Alors, plusieurs réactions face aux différents propos. Je prends l'exemple de la restauration scolaire. Il y a la contrainte législative et il y a la réalité du terrain. Je prends l'exemple de l'Île-de-France, où aujourd'hui, la filière bio, logique, est très peu développée. Et on se retrouve avec des prix très importants si on veut du bio français. Et on se retrouve à l'île Saint-Denis, je suis en janvier à 40% de bio et je serai à 50% à la fin du mandat. Mais très concrètement, le bio, il vient d'où? Voilà. Est-ce que c'est un bio français? Est-ce que c'est un bio d'Espagne, etc. Donc il y a notre capacité réelle avec le tissu économique existant, donc le projet de filière. Et parallèlement à cela, il y a la réalité des collectivités et notamment notre réalité financière. On ne peut pas tout faire avec notre réalité financière. On a de moins en moins de ressources et de plus en plus de contraintes réglementaires et de besoins à pourvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, notre enjeu, il est de pouvoir intégrer dans l'ensemble de nos politiques publiques la question de la transition écologique comme quelque chose de droit commun et pas comme quelque chose en silo. Le fait de faire comme ça, c'est l'approche investissement et pas fonctionnement qui pourrait fonctionner. Et pour répondre à votre question, nous, on pense que l'expérience de l'île Saint-Denis, c'est on ne pourra pas réussir une transition écologique si elle n'est pas portée par le peuple. Voilà. Donc la contrainte, moi je ne suis pas contre la contrainte, je pense que la contrainte a ses vertus, mais elle est efficace que s'il y a des alternatives et un accompagnement. Jean-Marie Bockel. Sur la question de la durée d'un projet au-delà d'un mandat, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué entre nous, parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais qui me paraît très important, c'est la vision qu'on doit avoir et partager. Alors, dans les milieux urbains, périurbains, on peut parler de projets urbains, d'urbanisme, mais ça vaut aussi les territoires ruraux, avec des projets de territoire, etc. Et cette dimension-là, elle permet aussi d'être partagée, parce qu'il y a la part de rêve, hein, on réfléchit ensemble à ce que sera le territoire de nos enfants, et ensuite, bon an, mal an, même avec des changements de majorité, je ne parle pas évidemment de situations extrêmes qui peuvent arriver, mais on sait où on va. Et au fond, ça permet de passer par-delà un mandat. Et sur des sujets, je pense à un autre sujet qu'on n'a pas évoqué, mais qui est un sujet peut-être moins consensuel, hein, qui est celui, on a parlé d'économie d'énergie, je pense à l'habitat, qui est un sujet d'actualité. Hein. C'est un domaine dans lequel il y a plein de bonnes pratiques en France, mais sur lequel, globalement, on n'est quand même pas très en avance. On aurait pu faire mieux, hein, que ce soit dans l'habitat social ou dans l'habitat en général. Même si, encore une fois, tout ce qu'il faut faire, on le fait déjà. Mais pas suffisamment, et c'est pas consensuel, parce qu'il y a une question de coût, parce qu'il y a une question peut-être aussi de vision
vision qu'il faut partager à la fois avec le secteur privé, avec les attentes des habitants, avec la dimension d'économie, etc. Enfin, vous voyez, on a du pain sur la planche encore. Eh bien, merci. Merci Jean-Marie Bockel, merci à vous Mohamed Niabali, merci à Pauline Faure, merci à Guillaume Gontard d'être venu nous faire part de vos bonnes pratiques et de vos initiatives sur ce plateau. On va retourner justement dans l'hémicycle puisqu'on sait que le Sénat a bien chamboulé son ordre du jour et Alexandre Poussard, eh bien, à l'initiative de la droite sénatoriale, la Haute Assemblée vient de voter justement le gel de cette hausse de la taxe sur les carburants. Et oui, ça y est Delphine, le Sénat a voté la suppression de la hausse des taxes sur les carburants pour 2019, mais également jusqu'en 2022. Les sénateurs sont revenus au tarif de 2018. Alors finalement, pourquoi le Sénat a bouleversé son ordre du jour et a avancé l'examen de ces mesures cruciales à cet après-midi? Eh bien, c'est une question de calendrier, puisque Emmanuel Macron a décidé de faire des annonces demain sur l'énergie pour calmer la colère des Gilets jaunes. Et alors, ce choix de calendrier de l'Élysée court-circuite également la discussion budgétaire du Sénat. Écoutez le sénateur Les Républicains Roger Karoutchi. Comment voulez-vous, demain que nous poursuivions les débats, demain soir, mercredi, alors que si ça se trouve, sans avoir eu le temps de les analyser, nous aurons une série d'annonces fiscales, financières, demain après-midi. Franchement, il y a un moment où on ne peut pas traiter le Parlement comme ça, on ne peut pas traiter les institutions comme ça. Vous portez, pas vous personnellement, Monsieur le Ministre, mais le gouvernement porte une lourde responsabilité sur la déstabilisation des institutions. Et voilà, une bataille de calendrier qui durcit un peu plus les relations entre le Sénat et le gouvernement après l'interruption de 2 jours de l'examen du budget 2019, après les incidents de vendredi dans l'hémicycle concernant l'amendement sur l'indemnité des maires. Merci à vous Alexandre pour toutes ces précisions et on continue les réactions au Sénat avec vous Tam Tranui, avec la présidente de la commission des affaires économiques, la sénatrice LR des Yvelines, Sophie Primas. Sophie Primas, vous étiez ce matin à la conférence des présidents. Alors le Premier ministre a appelé à l'apaisement dans une lettre qu'on vous a communiquée. Est-ce que cela vous a convaincu? Écoutez, le Premier ministre a répondu à Gérard Larcher qui lui-même appelait à l'apaisement vendredi soir et samedi matin lors des précédentes conférences des présidents. Oui, ça nous convient. Il y a néanmoins 2 conditions pour que l'apaisement revienne définitivement. La première a été remplie puisque nous avons la perspective d'une seconde délibération, notamment sur cette histoire d'indemnité des élus, qui nous permettra de travailler de concert avec le gouvernement pour trouver une solution qui puisse aller à tout le monde et qui perdure, surtout à l'Assemblée nationale. La deuxième condition est la présence de M. Darmanin mardi aux questions d'actualité, où je ne doute pas que tous les groupes politiques auront des questions à lui poser. Justement, comment jugez-vous l'attitude de Gérald Darmanin de la semaine dernière et ce tweet qu'il a envoyé alors même qu'il aurait pu être en séance vendredi? Tout le mal est là, j'allais dire. Toute l'énervement et la violence de ce qui s'est passé réside en son absence et au fait qu'il ait commenté une décision qui a été longuement discutée en séance et qui aurait très bien pu faire l'objet de discussions d'une part avec le ministre lui-même, éventuellement d'aménagement dans le cadre de la navette, tout un processus législatif classique. Il n'y a pas besoin d'envenimer comme ça la situation et je crois que c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase puisque vous savez que M. Darmanin était à l'origine du hashtag Balance ton maire, etc. Et à l'issue, j'allais dire, du congrès des maires où la situation avait l'air de vouloir s'apaiser également entre les maires et le gouvernement, on a trouvé ça tout à fait provocateur. Est-ce que pour autant, vous avez jugé justifié que le Sénat interrompe ses travaux? Est-ce que ce n'était pas exagéré comme réaction par rapport au tweet du ministre qui finalement d'ailleurs ne l'a pas retiré? Non, le ministre ne l'a pas retiré, c'est pas son style. Mais je pense que c'était important pour le Sénat de marquer son mécontentement sur la caricature qui a été faite de ces décisions prises, je le rappelle, à l'unanimité du Sénat. C'est suffisamment rare quand même, malgré qu'on soit au Sénat, pour être mentionné, y compris le groupe La République En Marche est abstenu afin que l'amendement soit voté à l'unanimité. Donc je pense que la violence est plutôt du côté de la réaction que du côté du Sénat qui a voulu marquer que voilà, on préférait travailler sereinement. Juste pour conclure, cet amendement, il n'était pas tout à fait bien rédigé, c'était plutôt un amendement d'appel puisqu'il concernait bien trop de maires, des maires y compris de grandes villes. Alors quel dispositif va pouvoir être mis en place pour que les maires concernés soient avant tout les maires ruraux et seulement les maires Alors je ne vous rejoins pas sur le fait qu'il était mal rédigé. En fait, il était rédigé dans une forme qui était une forme constitutionnelle puisque vous savez qu'il y a un principe d'égalité devant l'impôt et que donc on ne peut pas exclure tel et tel
maire en fonction de la taille de... Donc ça demande une expertise, mais cette expertise, ce qu'on demandait, c'était de la faire avec le gouvernement, et c'est bien ce qui nous a été refusé. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler avec la commission des lois, la commission des finances, le gouvernement, pour trouver une solution qui effectivement cible les maires des communes rurales essentiellement, et puis la réforme, je l'allais dire, des conditions d'exercice des maires dans leurs fonctions sera un chantier que nous ouvrirons et que le Sénat a déjà ouvert et que nous poursuivrons au cours de l'année 2019. Eh bien, merci beaucoup Sophie Primas d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. Alors, vous venez d'en parler. Il y a eu à l'origine de cette querelle cet amendement dont Gérard Larcher a voulu le qualifier de fake news ministérielle. Alors, que contient-il exactement? Tous les élus sont-ils concernés? Élément de réponse avec Quentin Calvi. C'est un amendement qui, depuis vendredi, fait couler beaucoup d'encre. Numéro 238 rectifié, signé par Charles Guené et de nombreux sénateurs LR. Il a été adopté vendredi par une très large majorité du Sénat. Son objectif, que l'on peut lire ainsi dans l'exposé des motifs, c'est de prévenir la hausse d'imposition considérable des élus locaux jusqu'à 350% pour certains d'entre eux, consécutive à la mise en œuvre de l'article 10 de la loi de finances pour 2017, aménageant le régime d'imposition de leurs indemnités de fonction. En clair, avec le prélèvement à la source, certains maires ont vu exploser leur taux d'imposition, et ce notamment dans les petites communes. C'était une injustice de fait avec le nouveau prélèvement à la source qui fait que les indemnités qui ne sont pas un salaire sont maintenant ou seront maintenant considérées comme s'ajoutant aux revenus de l'individu. Donc c'était simplement pour corriger cela. Mais les sénateurs le reconnaissent, l'amendement est très technique, avec en prime des risques d'inconstitutionnalité. On peut discuter à l'infini du contenu précis de la mesure. D'ailleurs, quand nous en avons débattu au Sénat, il y avait au moins 5 ou 6 amendements concurrents qui proposaient des dispositifs variants. Donc c'est une question techniquement un peu plus compliquée qu'il ne semble. Avec cet amendement, les sénateurs entendaient favoriser les maires des petites communes, mais pour des questions d'égalité face à l'impôt, difficile aussi de ne pas inclure les maires mieux indemnisés. Il n'a jamais été dans l'intention du Sénat de faire un cadeau fiscal comme ça à qui que ce soit. On veut corriger une situation qui a été créée par l'anticipation du prélèvement à la source. C'est ça le sujet, il y a un vrai débat, le gouvernement en est d'accord, il y a un sujet, on va le traiter. Voilà, le reste maintenant, ça n'est plus important. Les sénateurs doivent donc débattre à nouveau de cet amendement qui sera réexaminé avant jeudi en séance. Mais déjà, un accord politique semble avoir été trouvé après cette crise entre le Sénat et le gouvernement. L'exécutif a ainsi promis de ne pas s'opposer à la nouvelle rédaction plus précise qui sera trouvée en séance. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Fabienne Keller, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Agir du Bas-Rhin, merci d'être avec nous. Claude Raynal est également sur ce plateau. Vous êtes sénateur socialiste de la Haute-Garonne. Bonsoir. Charles Guené, on a beaucoup parlé de votre amendement. Vous avez essayé de nous éclairer sur ce point, sénateur LR de la Haute-Marne. Et François Patria, bonsoir, vous êtes le président du groupe La République En Marche, ici au Sénat, sénateur de la Côte d'Or. Charles Guené, on a vu votre amendement. Il y aura cette seconde délibération. Ça permet d'apaiser les débats, d'éteindre la polémique qui a provoqué la suspension de la séance pendant 48 heures ce week-end. Je pense que ça peut les apaiser. Ceci étant, je crois qu'il faut que les gens comprennent bien ce qui s'est passé. En fait, il y avait une situation jusqu'en 2017 qui permettait à l'ensemble des élus de bénéficier d'un régime et qui aboutissait à exonérer totalement ce qu'on appelle les petits maires jusqu'à 2000 habitants à peu près. Et au moment du texte sur le prélèvement à la source, on a supprimé deux choses. À la fois un abattement qui existait et qui est passé inaperçu, et on a remis l'imposition au barème progressif alors que les élus pouvaient bénéficier d'un barème, disons, forfaitaire. Alors, l'idée de l'amendement était de restituer le système antérieur. Alors, effectivement, j'avais à titre personnel, même si le débat s'était engagé, de quoi proposer et de faire en sorte que ce qu'on appelle les grands élus puissent en être exclus, mais ça pose des problèmes techniques, comme cela a été dit, et voilà. Et le problème qu'on a eu, c'est que la semaine précédente, j'avais posé une question au gouvernement parce qu'il n'est pas question que les élus soient encore, les petits élus soient encore, j'allais dire, mangés à cette sauce-là cette année.
Donc il faut absolument qu'on prenne une décision avant le 31 décembre. Donc il était question justement de forcer le barrage aujourd'hui. Pourquoi ça n'a pas été compris? Parce qu'on a vu des réactions, on a entendu Philippe Dallier, par exemple, de cadeau fiscal. Alors il ne dit pas question que ça apparaisse comme ça, mais ça peut être aussi une lecture. Et justement, le tweet de Gérald Darmanin a pu alimenter les débats sur ce point. Nous, notre position était déjà de faire en sorte que le sujet revienne sur la table, et c'est pour cela on voulait absolument qu'il soit traité pour 2019. Et ensuite, une fois qu'un amendement est là, en fait, le texte fait la navette et on pouvait travailler sur cela de manière tout à fait cohérente. Fabienne Keller, quel regard portez-vous justement sur cet épisode et cette période de tension, une nouvelle fois, entre l'exécutif et le Sénat? Oui, et tension aussi entre l'exécutif et les maires, puisque là, le sujet, c'est la réaction des maires, voyant que leur fiscalité serait augmentée par rapport à ce qui était fixé au début du mandat. Et en général, voilà, ça court tout au long du mandat. Et c'est une mesure qui vient s'ajouter à une série de gestes qui n'ont pas été bons depuis le printemps dernier, depuis l'élection du président Macron. Et on voit bien d'ailleurs les efforts qu'il fait, et certains plutôt réussis, comme l'accueil à l'Élysée des 2000 maires, de manière à renouer le dialogue. Mais là, c'est perçu par les maires concernés, de moins de 2000 habitants, comme c'est vrai quelque chose qui fait partie des éléments négatifs qu'on leur adresse, alors que rien n'a changé dans leur situation personnelle. Claude Raynal. Oui, la question, finalement, pourquoi y a-t-il un sujet pour les maires de communes de moins de 2000 habitants, finalement? Pour une raison qui est simple, c'est qu'ils ont des indemnités extrêmement faibles, extrêmement limitées, et finalement, cette fiscalité très légèrement avantageuse leur permettait de prendre en charge souvent l'ensemble de leurs frais. Quand vous êtes dans une grande collectivité, les frais sont pris en charge par la collectivité de manière très large. Tandis que lorsque vous êtes maire d'une toute petite commune, évidemment non. Et donc ce régime fiscal, c'est ce qui permettait de se déplacer, d'aller engager des frais sur son propre salaire finalement, puisqu'il y avait une partie de réserve de fiscalité. C'est pour ça qu'il y a un sujet qui est très particulier, très spécifique de ces communes-là. Il était mal rédigé cet amendement, François Patriat, d'où la réaction de Gérald Darmanin. Vous l'avez comprise, la réaction? Mais nous n'avons pas voté l'amendement. Je crois que nous sommes les seuls, le groupe, à ne pas l'avoir voté. Parce que moi, j'appelle un peu le Sénat à un peu... Nous n'avons pas voté l'amendement. Voilà. Comme tout d'ailleurs, le texte tous les amendements qui vont contre le gouvernement. Donc, sur ce principe, je pense que c'est pas le moment. Dans les difficultés que nous connaissons actuellement, dans l'état d'esprit que nous avons aujourd'hui, faire croire encore que des élus pourraient bénéficier d'un privilège, même si ça n'est pas un, entre guillemets, et que je comprends la relation, je pense que c'est pas le moment. Et je pense que le Sénat a surjoué l'événement. Vous savez, ça s'est passé à l'intérieur du Sénat, cet épisode. Aucun Français n'a entendu parler de ce problème. Ça n'a pas fait la une des journaux. Ça n'a pas fait. Mais les maires, oui, mais je crois que moi, je voudrais appeler le Sénat à un peu plus de cohérence, à un peu moins de cynisme et un peu moins de démagogie. Parce que, en fin de compte, c'est pas exactement ce que je viens d'entendre. Cette mesure, j'ai été alerté par les maires déjà il y a plus d'1 an. Cette mesure, elle a été prise en 2016. De fait, en 2016, sous le quinquennat précédent, que j'ai soutenu. Que les choses soient claires. Disant, maintenant, avant, il y avait un prélèvement à la source sur les indemnités des élus. Je l'ai connu en tant que président de région. Ce prélèvement à la source n'existe plus. Maintenant, l'ensemble des indemnités tombe dans le revenu des élus. Ce qui, de facto, les fait changer de tranche et augmenter leur impôt. J'entends bien. C'était ça. Donc, revenir en arrière aujourd'hui, dire, mais il y aura un traitement spécifique parce qu'il y aura un prélèvement à la source qui vous permettra de gagner sur la fiscalité. J'entends bien que dans le climat actuel, c'est difficilement défendable. C'est la raison pour laquelle je pense que, et le tweet de M. Darmanin, il a voulu montrer qu'il fallait un peu de cohérence, et deux, je trouve qu'on a surjoué au Sénat l'épisode. Charles Guéné, il y a un problème de rédaction aussi sur votre amendement. On ne comprend pas bien à qui ça s'adresse aussi. Est-ce que ça concerne tous les élus ou seulement les maires des petites communes? Pour l'instant, l'amendement s'adresse à l'ensemble des élus, mais c'était un début de travail. Ce qui nous ennuie, c'est qu'on engage un débat budgétaire et c'est la représentation nationale qui doit discuter avec les ministres pour faire progresser, parce que techniquement, il n'est pas facile à rédiger. Et au lieu de cela, le débat s'engage par tweet en éludant un peu la réalité des choses qui est derrière. Parce que chez les petits élus, je suis d'accord avec M. Patriat, simplement, l'imposition, elle se fait parfois sur des dépenses que les maires ont engagées et qui ne leur ont pas été remboursées. Donc, il faut quand même se rendre compte de la difficulté. Donc, c'est un vrai sujet. Claude Raynal.
C'est un problème de méthode, en réalité. Comme cela vient d'être dit par Charles Guenet, tout simplement, dans le travail parlementaire, on met un amendement d'appel sur la table et ensuite, avec le gouvernement, puisqu'il faut l'accord du gouvernement pour que cet amendement passe, eh bien, il y a un travail qui est fait pour le normaliser, le mettre bien au carré, en lien avec le gouvernement. Là, dans le cas précis, finalement, sur un sujet qui concerne les maires de petites communes, et on vient de l'entendre, en particulier de manière très forte au moment du Congrès des maires. Ce qui est très dur, c'est la réaction de Gérald Darmanin. D'abord, parce qu'il aurait dû être au banc, c'était sa place, il n'y était pas, et de l'extérieur, dans la minute, il fait un tweet agressif contre finalement l'institution sénatoriale sur un travail très classique. C'est ça qui ne va pas. Et on ne peut pas accepter, et d'ailleurs de manière générale, et c'est pour ça que je suis très étonné de la réaction de notre collègue ici, François Patriat, on ne peut pas accepter qu'on commence à trumpiser un peu finalement la manière de travailler en France. Enfin, ça suffit. On ne va pas commencer à avoir, chaque fois qu'il y a un travail qui s'engage, chaque fois qu'il y a un amendement qui mérite d'être amélioré, c'est ça la navette parlementaire, c'est fait pour ça. Eh bien, on travaille en confiance entre le gouvernement, l'Assemblée nationale et nous. Si on commence sans arrêt à faire des tweets, c'est pas fini. On n'a pas fini de rire. Sur tous les sujets, on peut avoir un tweet. Et ce qui est scandaleux, c'est d'avoir un tweet du ministre en charge du budget sur un travail de PLF. Ça, c'est absolument inacceptable. Fabienne Keller, alors, le Trump français, c'est-à-dire ce que... Alors, il a son style, hein, Gérald Darmanin. Il est plutôt très, très direct, voire cash. Là, en l'occurrence, il n'a pas été très respectueux du travail du Sénat. Et à cet égard, je voudrais dire qu'en délégation des collectivités territoriales, ce sujet a été discuté avec Jacqueline Gouraud, en charge du sujet, comme le droit, l'accès au droit à la formation, comme d'autres questions du statut de l'élu. C'est des sujets régulièrement discutés au Sénat. Et Mme Gouraud, d'ailleurs, nous avait dit qu'elle n'avait pas connaissance du problème fiscal, mais qu'elle essaierait de construire avec nous une solution. Donc le sujet là, c'est vous avez des personnes qui s'engagent, qui ont le sentiment d'être pas toujours très bien traitées dans leur commune. Les dotations ont beaucoup baissé, même si elles sont maintenant stabilisées, mais la réglementation ne cesse de se complexifier. Ils se dévouent. Hein. Regardez, en été, quand un camping brûle, c'est le maire ou Madame le maire qui est engagé pour l'évacuer. Ils sont là en permanence aux côtés de leurs concitoyens. Donc, ils veulent qu'on arrête l'élu bashing, hein, comme s'ils avaient un avantage fiscal qui était indu. Ben non, il s'agit simplement de le stabiliser. Et c'est vrai que ce serait bien de pouvoir adapter l'amendement pour que ça ne soit applicable que aux élus ayant une indemnité limitée, maires de communes de moins de 2000 habitants. C'est vraiment l'esprit dans lequel le Sénat, pour respecter les maires, pour qu'ils soient bien traités, a souhaité soutenir cet amendement. On voit l'esprit du Sénat. Je voudrais qu'on revienne à Gérald Darmanin. Est-ce qu'il y a un contentieux particulier? Je vais vous faire écouter le ministre. C'était lors de la discussion générale jeudi dernier. Écoutez. Nous ne sommes pas favorables à taxer davantage les Français pour éviter d'être courageux lors de la limitation des dépenses publiques. C'est un fait premier. Vous avez choisi l'allongement de l'âge de la retraite et la taxation des complémentaires. Nous n'avons pas fait ce choix. Au cours des débats... Non mais c'est un fait premier. Voilà, j'entends quand Monsieur le maire vous interpelle sur plus de dépenses publiques, puisque vous défendez tous, j'imagine, le chèque carburant de votre président de mouvement, qui est Laurent Wauquiez. Non, vous ne défendez pas donc Laurent Wauquiez, ce qui est un peu dommage, et vous préférez la taxation. Mais Monsieur Dallier, c'est pas un gros mot, Laurent Wauquiez. On a le droit de dire Laurent Wauquiez à la tribune sans pour autant. Bon. Et par ailleurs, vous avez choisi la taxation des complémentaires. C'est un point que nous n'avons pas choisi. François Patriat, je parlais de contentieux avec Gérald Darmanin. On voit qu'il a fait un peu de provocation dès la discussion générale. Finalement, il récolte aussi cette situation, je le disais, qui a mené à 48 heures de suspension des débats. Ça provoque des retards aussi dans l'examen du budget. Aujourd'hui, Gérald Darmanin est ministre, secrétaire d'État. Il fait preuve de beaucoup de sens politique. Il ne vient pas du même bord que le mien. Il n'empêche que j'apprécie aujourd'hui à la fois son sérieux, sa connaissance des dossiers et son sens de la politique. Je crois qu'il a voulu, à travers ce tweet, essayer de ramener un petit peu, je le disais tout à l'heure, de la cohérence. Parce qu'on ne peut pas, au Sénat, dire tous les jours à la Commission des Finances, à laquelle appartient mon excellent collègue et non mon ami, par ailleurs, dire il faut faire plus d'économies,
il faut aujourd'hui être plus rigoureux. Vous ne baissez pas assez les déficits, vous n'êtes pas assez économe. Et dans le même temps, tous les jours, espérer qu'on dépense plus. Plus pour l'agriculture, plus pour tel domaine, plus pour les artisans. J'ai vu la semaine dernière à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, avec Charles Guenet, la semaine dernière, le budget de la Défense augmente de 1,8 milliard. Il y a eu 400 millions en plus qui étaient diminués parce qu'il y a des problèmes budgétaires, le projet de loi de finances rectificative. Et la majorité du Sénat ne vote pas le budget de la Défense, alors que c'est le plus gros budget qui n'ait jamais été voté, avec le plus de hausse qu'il n'y ait jamais eu. Donc voilà, c'est devant cette attitude globale du Sénat aujourd'hui, et qui aboutit à quoi? Vous avez vu à quoi ça aboutit? Le fait d'avoir parlé aujourd'hui, non pas de privilèges, mais c'est juste que les élus ne s'enrichissent pas, c'est juste que que les indemnités des maires sont très faibles. C'est vrai, mais que demandent aujourd'hui les réseaux sociaux? Suppression du Sénat, dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà qu'on est abouti avec ça aujourd'hui. Oui, alors peut-être Charles Guenet, ensuite Claude Rénal. Oui, faites-nous quand même la faveur de penser que on ne dépose pas un amendement comme ça, alors qu'on sait pertinemment que l'Assemblée nationale peut l'enlever après, je veux dire, sans savoir. Et je pense que là, le ministre est quand même un peu coupable de démagogie dans sa méthode. Et on sent qu'en réalité, ce qu'il voudrait, c'est que en fait, la solution n'aboutisse pas pour 2019, alors que derrière, nous avons ces petits maires, etc., qui, eux, en 2019, vont se voir bastonner. Et nous, c'est notre souci. Donc, on est obligé d'avoir une stratégie derrière pour y arriver. Et lui, je pense que là, il a commis, quand même, on parle d'élu bashing, mais je veux dire, c'est une mauvaise manière à l'égard de la représentation nationale. Il y a beaucoup de provocations, on disait, Claude Rénal, de la part du ministre. De la part du ministre et un petit peu de mon ami François Patriat, parce qu'il vient de nous lire là quelques messages des réseaux sociaux, etc., en disant suppression du Sénat, etc. Mais on le doit à ça. Et SMIC à 1800. Oui, oui, on le doit à ça. Voilà, c'est-à-dire que je crois qu'un ministre, tout simplement, je reste simple, vous savez, je trouve qu'on perd de la hauteur. Dans ce gouvernement actuellement. Je ne sais pas ce qui se passe. On se met au ras là du truc et on répond par des réseaux sociaux sur des sujets qui sont des sujets significatifs, sans être majeurs, hein, mais un sujet significatif, et on ne fait pas ça. Chaque fois qu'un ministre attaquera une institution, chaque fois qu'un ministre attaquera des élus, il sera pris dans la même tenaille. Et tous actuellement, nous avons à préserver ce qu'est la fonction des élus et l'image des élus. Donc faisons-le ensemble, faisons attention à ce que nous disons, faisons attention à ne pas se mettre en cause en permanence. Je crois que ça, c'est important. Et on a besoin d'une parole publique qui soit réhabilitée. On n'a pas besoin de tweets. Et M. Darmanin gagnerait beaucoup à ranger son petit matériel. Ce n'est pas... Lorsqu'il retrouvera un jour l'opposition, il pourra retweeter. Mais tant qu'il est en fonction ministérielle, on lui demande de garder une certaine hauteur. Fabienne Keller, on ne peut pas faire abstraction non plus du contexte, on l'évoquait, de manifestations des Gilets jaunes et de ces Français qui ne comprennent pas toujours justement les votes de la Haute Assemblée. Bien sûr, mais je crois pas que les Français perçoivent leurs maires en proximité comme des nantis. Ce sont des personnes engagées, qui sont disponibles, qui souvent mettent la main à la pâte avec leur équipe municipale et donc qui méritent d'être traitées de manière juste. À cet égard, je ne pense pas qu'il y ait une perception d'inéquité fiscale du fait que leurs indemnités qui compensent leur essence pas remboursée ou des petits frais qu'ils peuvent avoir soient défiscalisés. Mais moi, je forme vraiment un vœu, c'est que l'esprit du Sénat nous permette de construire un amendement qui protège les maires, qui peut-être ne fait pas bénéficier de ce dispositif ceux qui ont des revenus plus élevés, mais qui les préserve parce que moi, je suis dans une phase vraiment, je prends beaucoup de temps pour écouter les maires, après un été où on a beaucoup évoqué le mal-être qui se poursuit. Et cette question de la fiscalité revient, mais aussi beaucoup d'autres, la réglementation, l'absence d'appui technique, l'absence de considération. Mais j'ai un collègue qui disait, nous sommes à l'inverse, nous les maires, importants, parce que nous sommes à portée d'engueulade. C'est-à-dire que le citoyen, le commerçant, le chef d'entreprise, l'associatif, il peut me parler, exiger, et je dois lui rendre des comptes, je dois lui répondre sur sa préoccupation, et c'est important pour que la démocratie fonctionne, et que ce ne soit pas une démocratie de tweets ou d'extrêmes, que ce ne soit pas des invectives. Donc là, moi, je forme vraiment le vœu qu'on trouve une solution respectueuse de l'équité fiscale, mais aussi des maires. Franchement, il n'y a aucune raison
pour que leurs revenus maintenant changent. François Patriat, je vous donnerai la parole ensuite, Charles. Non, mais si, en fin de compte, il s'agit d'une question de forme, si j'ai compris, on vient de me dire. C'est la forme qui déplaît. Moi, je n'aime pas les tweets, je ne tweete pas. C'est clair? Et je vais très peu sur les réseaux sociaux, ce qui me permet de dormir un peu mieux. Voilà, première chose. En second lieu, c'est peut-être le moment de répondre à ce bashing des élus dont on dit qu'ils sont tous pourris ou tous nantis. Moi, j'aimerais qu'un jour, on fasse la transparence sur le revenu, sur le salaire des élus dans ce pays. Quand vous gérez une région, comme j'ai géré, avec un budget d'1 milliard d'euros, et que vous touchez 3 000 euros par mois, avec 2 500 personnes qui travaillent pour vous, je ne peux pas dire que les élus locaux, là je ne parle pas des parlementaires, sont vraiment nantis. Donc il faut rétablir la réalité, et ça nous ramène au statut de l'élu et à la transparence. Je crois que c'est à ça qu'il faut penser aujourd'hui. Charles Guené. Oui, je pense, pour conclure sur ce que vous demandez, je pense très honnêtement que si tout le monde est de bonne foi, on devrait arriver, je ne sais pas, dans le cadre d'une deuxième lecture, à satisfaire les maires, les petits maires en particulier, et pour l'année 2019, parce que c'est ça qui est important. Parce que si on reporte ça au statut de l'élu et au calendrier grec, je veux dire, on peut toujours attendre. Oui. On sait qu'Édouard Philippe a envoyé une lettre à Gérard Larcher, une lettre qui visiblement a apaisé les débats. Vous savez ce qu'il disait, le Premier ministre? J'ai l'esprit, le président m'en a parlé, mais je n'ai pas eu le texte intégral, mais je pense que ça a une volonté d'apaiser et peut-être qu'on devrait y arriver. Oui. Claude Raynal, la polémique est passée. Il faut maintenant reprendre les débats de cette loi de finances, de ce budget. Ah, ça, c'est évident. Non, mais je crois que le Premier ministre, le ministre chargé des relations avec le Parlement, ont fait les gestes nécessaires, d'ailleurs, pour que, effectivement, le projet de loi de finances redémarre en séance. Donc, je crois que de ce point de vue-là, je ne suis pas inquiet sur cet aspect-là. C'est derrière nous. Ce qui n'est pas derrière nous et ce qui doit être discuté, ce sont les modes de travail collectif sur lesquels nous devons trouver effectivement, je vais dire, du calme, de la sérénité, de l'envie d'avancer et que surtout, on arrête les uns et les autres de faire de l'élu bashing. Je pense que ça ne profite à personne et généralement, tout le monde le sait, ça ne profite pas à celui qui finalement met de l'huile sur le feu. Fabienne Keller. Oui, la tonalité est plus apaisée en cette fin de débat et si on pouvait trouver une solution qui donne un signal positif aux maires, comme quoi leurs difficultés, leur besoin de reconnaissance est entendu et donc que leur système est stabilisé, hein, leur organisation matérielle aussi, mais cela n'étant rien. Je crois qu'il ne faut vraiment pas opposer un groupe social à l'autre. Hein. C'est en rien une non prise en compte des autres préoccupations donc, qui s'expriment très très fortement avec les gilets jaunes, avec ce ras-le-bol fiscal qu'on entend et ce besoin d'équité. Le Sénat a souhaité répondre cet après-midi en votant, je le rappelle, c'est aussi l'information de l'après-midi, hein, la suppression de la hausse sur la taxe pour les carburants. Vote au Sénat tout à l'heure. Merci à vous Fabienne Keller, merci Charles Guené, merci François Patriat, merci Claude Raynal. Comme tous les lundis, c'est l'heure à présent de votre rendez-vous sénateur à domicile. Alors aujourd'hui, nous accueillons Jean-Raymond Hugonet, sénateur LR de l'Essonne, parlementaire, vous le savez peut-être moins, il est aussi batteur dans un groupe de musique, c'est son autre passion. Il la défend d'ailleurs avec ardeur, c'est un reportage de Cécile Sixou. Il est très bon d'ailleurs. Très bien. On a du mal à le croire, mais ici, celui qui donne le rythme est sénateur. Une seconde vie, car avant d'être homme politique, Jean-Raymond Hugonet était musicien. Mon père était vétérinaire, maman l'aidait dans son travail à domicile, puis elle élevait 3 enfants. Et moi, j'étais plutôt destiné à devenir avocat, pourquoi pas faire Sciences Po. Et quand j'ai dit que je voulais être musicien professionnel, et croyez-moi que ça a été un peu, là aussi, une révolution à la maison. Une carrière musicale dans l'ombre. Jeune batteur, il fait ses gammes avec les musiciens de Michel Berger ou encore dans les émissions de Stéphane Collaro, puis devient compositeur de musique, de pubs, de sitcoms comme Sous le soleil ou encore de génériques d'émissions comme celui des élections présidentielles de 1995. La politique n'est jamais vraiment bien loin dans la famille Hugonet. Mon père a une vie professionnelle très, très riche et puis aussi il s'est occupé de la vie de la cité puisqu'il a été maire de cette commune ici et conseiller départemental. Malheureusement en 93 il est parti et puis ça a été un tel choc pour moi que en même temps ce que je faisais, beaucoup de musique de pub, de musique à l'image, forcément ça m'a titillé puis ça m'a rappelé quand même ce pourquoi on m'avait un peu programmé.
Il est élu maire de Limours en Essonne en 2001 et place la musique au cœur de sa politique. Il fait construire 2 bâtiments, dont une salle de spectacle de 300 places. Il y aura de la projection de vidéos. Ouais. On va monter une estrade au milieu qui n'est pas encore en place pour l'instant, sur laquelle il y aura les enfants. D'accord. Dans l'autre bâtiment, un studio d'enregistrement, une salle de répétition et une web radio. Aujourd'hui, on a l'honneur et l'avantage de recevoir Max Le Game, qui est le créateur et initiateur du projet Terre de Mix. À Limours, il y a aussi Alexandre. Il est le monsieur musique de la ville. Recruté par la mairie il y a 15 ans, il initie au chant, aux instruments, au rythme les jeunes et les moins jeunes de la ville. Ce jour-là, il fait répéter une dernière fois cette classe de CM2. Le sénateur leur prodigue ses derniers conseils. Pour chanter ensemble, il faut s'écouter un peu soi-même, il faut avoir le retour, ce qu'on appelle le retour, mais il faut écouter l'autre. La musique est la première langue universelle. Il y a un réel intérêt dans ce sens-là, pouvoir parler, changer, transmettre nos émotions à un peu tout le monde sur Terre. Et aussi travailler aussi notre part de créativité, notre part de sensible, nos émotions aussi, sans compter tout l'apprentissage du vivre ensemble, du collectif, de la citoyenneté. Faire de nos enfants des citoyens grâce à la musique, pour Jean-Raymond Hugonnet à Limours, le pari semble réussi. C'est une immense fierté. Ça se passe de commentaires. Vous voyez, ça, si on sert au moins à quelque chose dans la vie et qu'on arrive à ça, on sert à quelque chose. Mais pour lui en France, il y a encore beaucoup à faire. Je suis responsable du groupe de travail au Sénat sur le pass culture. J'aimerais vraiment qu'on arrête les coups de com', vous voyez ce que je veux dire, et qu'on s'attache à donner des moyens aux communes pour faire ça. Ce n'est pas le président de la République, ce sont les communes auxquelles on coupe les crédits. Donnons aux territoires et aux expériences locales la puissance qu'elles demandent, parce que derrière, ça fonctionne. Et là, j'aimerais qu'il y ait Emmanuel pour lui expliquer. En attendant d'en parler à Emmanuel Macron, Jean-Raymond Hugonnet continue de pousser la chansonnette avec les enfants de Limours. Bonsoir Jean-Raymond Hugonnet, Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de le voir, cette passion pour la musique dans ce reportage de Cécile Sixou. Elle vous est utile parfois aussi au Sénat ? Oui, parce que comme je le disais dans le reportage, la musique c'est avant tout écouter. Avant même de jouer, il faut écouter, jouer en collectif, jouer ensemble, faire attention à l'autre. Et c'est une notion qui est très importante en politique. Surtout en ce moment. Oui, heureusement on ne fait pas de la musique sur Twitter. Mais c'est l'intérêt et l'attention portée à l'autre qui fait qu'ensemble on arrive à produire quelque chose. On le voit, vous avez beaucoup œuvré dans votre ancienne commune justement pour promouvoir cette culture musicale, permettre aux mélomanes de jouer. C'est aujourd'hui, vous le disiez, une mission difficile pour les élus. Oui, c'est une mission difficile parce qu'encore une fois, ce que l'on fait sur ma commune, comme dans bien d'autres, c'est grâce à un musicien intervenant. Et le musicien intervenant, il est financé par l'argent public, par les contribuables. Quand Jean-Michel Blanquer a lancé la rentrée l'année dernière, la rentrée en musique, j'avais discuté avec lui, je trouvais ça une excellente initiative et ça l'est. Sauf qu'il faut donner les moyens. Vous voyez, la musique à l'école, c'est pas de mettre un professeur des écoles avec un pipeau au milieu d'une classe et sans formation. La musique, voilà, il y a une formation. Encore une fois, les musiciens intervenants sont formés pour ça et sont, à mon sens, indispensables. Et aujourd'hui, les élus n'ont plus les moyens, justement. Vous êtes en contact avec le ministre de l'Éducation pour l'interpeller sur ce sujet ? Oui, bien sûr. Jean-Michel Blanquer est très attentif quand on a commencé à en parler. J'ai rencontré, bien entendu, le responsable au ministère qui traite de ce dossier. Et voilà, c'est l'Himalaya. S'il faut fournir des intervenants musiciens dans toutes les communes, bien entendu, ça a un coût. Mais je pense... C'est pour ça que je parle du pass culture. Et à un moment donné, vous voyez, l'intérêt porté au territoire et aux expériences locales qui fonctionnent, ça, il faut le privilégier parce que, encore une fois, derrière, on sait que ça fonctionne. Je peux le montrer, l'expliquer, le démontrer. Comment vous arrivez à relayer ces inquiétudes, justement, au Sénat ? Alors, au moment justement je suis intervenu au moment de l'examen du budget. On a auditionné des ministres, on en discute. Franck Riester a paru très attentif. C'est le nouveau ministre de la Culture. Oui, bien sûr. Et quand j'ai parlé avec lui du pass culture, voilà, on sent qu'il a envie déjà, je crois lui-même,
de bien comprendre le périmètre de ce projet, encore une fois, qui peut être un bon projet, mais il ne faut pas le voir comme la panacée universelle, il faut le voir aussi peut-être comme un complément de ce qui existe déjà dans les territoires, parce que ça existe dans les régions, dans les départements, dans les communes. Ça va être mis en place, selon vous, ce pass culture ? Alors, j'attends de rencontrer M. Garando, qui est un petit peu l'homme aux finances de ce pass culture. On a eu 2 fois un rendez-vous qui a été 2 fois reprogrammé. Donc, nous devons le rencontrer demain. Et à ce moment-là, on en saura un petit peu plus. Je pense que c'est un engagement du président de la République, un engagement majeur. Il en a fait un petit peu le point d'orgue, si je puis dire, de sa politique en termes culturels. J'espère que ça ne va pas accoucher d'une souris. Il y a de bonnes choses dedans. Mais encore une fois, il ne faut pas que ça soit exclusif. Vous parlez de Jean-Michel Blanquer et de cette rentrée en musique qui avait été initiée par le ministre de l'Éducation nationale. Globalement, quels que soient les quinquennats, on a souvent l'impression que la culture elle est relayée au second plan. Est-ce que c'est le cas avec le quinquennat d'Emmanuel Macron ? Alors que dire du sport ? Parce que vous parlez de la culture, vraiment le parent pauvre, c'est le sport. Et ce sont 2 choses qui vont très bien ensemble. Alors la culture, encore une fois, si on veut en faire sa chose, on passera à côté. La culture, quand on est élu local, la culture, croyez-moi, elle est répandue, beaucoup plus que certains le pensent. Après, la difficulté, c'est de savoir si dans un territoire, s'il y a une égalité d'accès face à la culture, quand vous êtes dans un territoire vraiment très très rural, qui subit déjà la fracture numérique, et qu'en plus vous avez des problèmes de transport, la culture, il faut aller l'emmener sur place. C'est pas évident. Il y a des initiatives là aussi qui se font. Donc je crois que la culture, faut surtout la voir. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire, ça va pas être sa chose. Je le répète. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de partagé, qu'on soit à l'écoute et qu'on voit dans ce pays qui est un pays de culture où se trouvent les bonnes initiatives. Et il y en a. Il faut aller sur le terrain. C'est ce que vous faites avec cette émission. Et sincèrement, je tenais à remercier d'ailleurs toute l'équipe et équipe très très restreinte qui est venue, mais ça, c'est ça, nos territoires. Et j'ai rencontré aussi d'autres collègues, j'ai regardé leur émission. C'est la diversité. La France, elle est là. Vous avez encore le temps, justement, de vous adonner à cette passion, de jouer encore de la batterie ? Alors, la question ne se pose pas dans ce sens-là, parce que si j'arrête la musique, j'arrête de vivre. Donc, bien sûr, j'ai le temps de faire de la musique. Alors, je le prends aussi parce que, je l'ai expliqué, c'est une affaire d'amis et de famille aussi, puisque mon épouse joue dans ce groupe qui s'appelle Rosewood et avec lequel, voilà, on donne des concerts en région parisienne. Et je vais jouer le 7 et 8 décembre prochain avec grand plaisir. Mais voilà, le rendez-vous est pris. Merci à vous, Jean-Raymond Hugonet. Merci d'être venu nous faire partager justement cette passion pour la musique sur le plateau de Public Sénat. Première diffusion demain de notre documentaire Sénat en action qui sera consacré au référendum sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Pendant 2 semaines, notre journaliste Jérôme Rabier a suivi pour Public Sénat la campagne sur le terrain. On regarde tout de suite un extrait. Le résultat est bien plus serré que prévu. Le non à l'indépendance l'emporte avec près de 57% des voix, bien loin des 70% que les sondages avaient annoncés. Un soulagement tout de même pour les partisans du maintien dans la République. On sait qu'on va se réveiller demain et on est français. On s'est battu depuis des mois pour rester français. Mais avec 43% des suffrages, les indépendantistes créent la surprise, une défaite au goût de victoire pour certains, qui leur laisse l'espoir de réaliser un jour leur rêve de quitter le giron français. Ici, c'est Kanaki. Cette heure n'est pas à Désolé, cette heure n'est pas à Ce résultat serré laisse planer le doute sur l'avenir du territoire. Pour comprendre les problématiques de ce petit coin de France au cœur du Pacifique, nous allons vous faire le récit d'une campagne électorale et d'un scrutin censé mettre fin à 30 années d'incertitude. Jérôme Rabier nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Jérôme, je le disais, vous étiez donc sur place pour réaliser ce reportage autour des enjeux de ce référendum sur l'autodétermination. Vous avez d'ailleurs rencontré beaucoup d'acteurs locaux sur place pour analyser finalement ce qui reste comme un grand moment de l'histoire calédonienne. Oui, pour finalement comprendre les enjeux de ce scrutin, mais aussi des spécificités de la Nouvelle-Calédonie. J'ai suivi d'abord les sénateurs du territoire, Pierre Frogier et Gérard Poadja. Ils sont tous les deux partisans du maintien dans la France.
mais j'ai aussi été à la rencontre de militants indépendantistes et tout simplement de la population de Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, mais aussi dans le nord de la Grande Terre et dans les îles, puisqu'il y a de fortes disparités géographiques et sociales. Et oui, il y avait une très grande attente autour de ce vote, et on l'a vu lors du vote, une participation supérieure à 80%, et de nombreux électeurs qui se déplaçaient finalement pour la première fois pour voter. C'est un résultat bien plus serré qu'attendu, qui rend difficile la suite. Oui, c'est sûr que le résultat, ça a été une surprise, notamment pour les militants loyalistes, ceux qui défendent le maintien dans la France. Ils espéraient un grand nom pour définitivement clore cette question de l'indépendance. Les sondages leur donnaient une large victoire, 65-70%, avec seulement 57% des voix. Ils étaient clairement déçus, mais c'est aussi révélateur sans doute de la partition de la société calédonienne. Peut-être que les principaux partis loyalistes, ils sont basés à Nouméa, ils n'ont pas saisi la mobilisation des indépendantistes, notamment dans le nord et dans les îles, où la population kanak s'est très fortement mobilisée en faveur de l'indépendance. Et ce résultat serré, il pose évidemment de nombreuses questions sur la suite, alors que beaucoup de personnes pensaient que ça serait un point final à cette question. Alors, est-ce qu'il va falloir que les Calédoniens revotent sur cette question dans les prochaines années ? C'est le scénario le plus plausible à l'heure actuelle. Les accords de Nouméa en 1998, ils avaient rendu possible ces deuxième et troisième référendums. Il faut juste qu'un tiers du Congrès, l'Assemblée locale, le demande. Et les indépendantistes, ils ont ce seuil pour demander ces référendums. Alors, il y a des chances qu'ils le demandent, mais il y a aussi des initiatives pour que ces référendums, ils n'aient pas lieu. C'est notamment le cas de l'initiative de Pierre Frogier, le sénateur de Nouvelle-Calédonie. Il va déposer une proposition de loi, mais pas sûr qu'il obtienne une majorité sur cette question. Et Édouard Philippe a déjà dit au Sénat que, sauf consensus très fort des forces politiques sur place, il y aurait ces référendums en 2020 et 2022. Du coup, en attendant, que se passe-t-il? C'est le statu quo? Non, les discussions, elles ont repris dès le lendemain du scrutin, puisqu'Édouard Philippe, il s'est rendu sur place, il a écouté toutes les forces politiques de l'archipel, et en décembre, à Paris, il leur a donné rendez-vous dans quelques semaines pour lancer des pistes de travail. Pour lui, il faudra remettre sur la table les enjeux économiques et sociaux. Voilà le principal sujet, parce que depuis 30 ans, il y a eu des mesures, une politique de rééquilibrage en faveur des territoires du Nord et des îles. Mais pour lui, ça n'a pas été aussi assez loin. Donc ça sera vraiment un des sujets, mais il est certain qu'il y en aura d'autres pour finalement commencer à définir ce que sera l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup Jérôme. Nouvelle-Calédonie, l'heure du choix, c'est donc à voir sur l'antenne de Public Sénat demain à 23h. Avant de se quitter, on retourne dans l'hémicycle du Sénat, retrouver Alexandre Poussard. Je vous le disais, le Sénat a donc voté la suppression de la hausse de la taxe carburant cet après-midi. Oui Delphine, et les débats continuent autour de cette taxe sur les carburants. Alors les sénateurs ont voté la hausse jusqu'en 2022, mais ils aimeraient que cette taxe sur les carburants profite aux collectivités locales, et c'est pourquoi ils ont créé une dotation écologique aux collectivités locales qui serait financée par cette taxe et dont le niveau irait entre 5 et 10 euros par habitant, et en retour les collectivités locales concluraient des contrats de transition écologique avec l'État. Alors cette dotation écologique, elle pourrait permettre de financer des grands projets dans les territoires. Écoutez Philippe Dallier, le sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis. Peut-être, Monsieur le Ministre, serait-il intelligent de regarder si une part de la TICPE prélevée en Île-de-France ne pourrait pas servir à financer la société du Grand Paris qui construit ce super métro. Je rappelle que le Grand Paris Express, aujourd'hui, il n'est financé que par la région, par tous ceux qui sont taxés en Île-de-France, les particuliers, les entreprises. Il n'y a pas un euro qui est prélevé à la province. Mais du coup, sur la base de ces bons exemples, on pourrait peut-être réfléchir à mettre en place un tuyau. Alors je sais les problèmes que ça pose, mais en tous les cas, je pense qu'il y a une piste à creuser. Et durant ce débat, le secrétaire d'État Olivier Dussopt a dit non à cette dotation écologique, expliquant qu'il y aura une réforme de la fiscalité locale au printemps prochain et que les collectivités locales touchaient déjà 18% des recettes de la taxe sur les carburants. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous sur Public Sénat et à demain 16h30.